notre café littéraire consacré à un entretien avec deux autrices qui viennent d'écrire un premier roman en littérature jeunesse. Et ce plateau littéraire, on l'a appelé Vite Garçon parce que toutes les deux ont écrit un roman dont la narration est portée par un jeune homme, un lycéen dans un cas, et puis peut-être un jeune homme un peu plus âgé mais qui vient juste de sortir des études. Et en raison de ce point commun, on a choisi d'aborder le plateau littéraire sous cet angle-là. Puis après, on va voir un petit peu plus en détail de quoi il retourne. Alors, je commence par présenter nos deux invités. Marine Vette, donc, est actuellement professeure de français dans un lycée. Auparavant, elle a été journaliste et dans ce cadre-là, elle a travaillé plusieurs années en Afrique du Sud et a été amenée à croiser beaucoup de réfugiés. Je pense qu'il nous en parlera peut-être, mais ça a pu inspirer aussi d'une certaine manière ton premier roman. Et donc elle vient de publier un premier roman aux éditions Sarbacane qui s'appelle « Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied ». Voilà pour Marine. Lisa Balavoine est enseignante aussi. Elle a été professeure de français, elle est maintenant professeure documentaliste dans un lycée professionnel. Elle a écrit un premier roman, on va dire, pour adultes, il y a quelques années, en 2018, je crois. Elle écrit aussi dans différentes revues, notamment dans des revues musicales. On sera sûrement amené à en parler. Et elle vient de publier, à peu près en même temps que Marine, un premier roman jeunesse aux éditions Rajo qui s'appelle « Un garçon, c'est presque rien ». Voilà, pour les présentations. Alors, pour démarrer, et pour les personnes dans le public qui n'auraient pas lu ou pas lu complètement vos romans, je vous propose de commencer par, en quelques mots, dire de quoi il retourne, de quoi ça parle. Ah, je ne dis pas tout, mais en quelques mots, dites-nous de quoi il est question. Peut-être commencer par Marie, puis après Lisa. J'espère que ça marche. Est-ce que ça marche ? Oui, oui. Donc Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied. C'est une aventure en mer. C'est l'histoire de Joujou, Julien, un jeune garçon qui est embarqué par un monsieur plus âgé qui s'appelle Bardu. Il est embarqué sur son voilier pour faire du transport de cannabis. Alors une activité un peu recommandable, mais bon, voilà, qui leur permet de vivre comme ça pendant 10 ans. Et puis un jour, alors que Bardu va donner son bateau à Julien, une réfugiée congolaise, lors d'une escale, monte sur le bateau, et là elle va contrarier tous leurs plans. Ils pensaient rentrer tranquillement à Marseille et puis se mettre à la retraite, et puis finalement elle va contrarier tous leurs plans, elle va les obliger à partir, et voilà, il va s'en suivre tout un tas de péripéties loufoques et un peu rocambolesques qui vont les amener... Alors j'en dis pas plus. Voilà. Alors quant à moi, mon roman raconte l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Roméo, qui va avoir 16 ans. C'est un garçon qui est assez solitaire, qui se réfugie beaucoup dans la musique, qui n'a pas vraiment de communication familiale, il ne s'entend pas trop avec ses parents, voire pas du tout, enfin il n'échange pas. Il est très solitaire au lycée, et il subit une forme de harcèlement en fait, quotidien de la part d'une bande d'autres garçons. Il va rencontrer Justine, une fille très solaire, un peu son contraire, très lumineuse, très populaire dans son établissement, qui elle aussi va être confrontée à une situation de harcèlement. Et ce sont ces deux personnages qui, en se rencontrant, vont s'entraider, s'épauler, découvrir une forme d'amitié amoureuse. Voilà, et c'est cette histoire de ces deux personnages-là à travers le portrait et la vision du garçon. C'est un roman écrit à la première personne, et sa particularité, c'est que c'est un roman écrit en vers libre, donc sous forme poétique.
Et voilà, l'histoire commence, Roméo est dans le coma, et on comprendra pourquoi il est dans le coma en lisant l'histoire. Voilà, merci beaucoup. Lisa, je reste vers toi. Sur la couverture du roman, on a la photo d'un jeune garçon de profil, écouteurs sur les oreilles, vêtu d'un sweat. C'est une sorte de photo un peu anthropométrique, comme ça de côté. Enfin, c'est comme ça que je l'ai reçue. Et je voulais te poser la question, est-ce que là, tu cherches à faire le portrait d'une génération d'ados? D'une génération, je ne sais pas, en tout cas le portrait sincère d'un garçon d'aujourd'hui, ça c'est clair, qui se questionne sur sa masculinité et sur les injonctions qu'on peut parfois donner aux garçons sur ce que c'est qu'être un homme, la virilité, la façon de considérer les filles et de s'affirmer dans la société. Et moi j'avais envie de montrer un garçon qui était un peu tout le contraire de ça, c'est un gentil. Je crois que la gentillesse c'est vraiment une qualité qui se perd, et j'avais envie de montrer un héros qui soit un gentil et qui a un peu de mal à trouver sa place dans un monde un peu trop violent pour lui. Et alors je ne sais pas si c'est une génération, en tout cas je pense qu'il est assez représentatif de beaucoup de garçons. Il se trouve que je travaille dans un lycée professionnel automobile, donc je travaille avec 95% de mon public, ce sont des garçons. Alors vous doutez bien que les garçons qui se destinent à travailler en mécanique auto sont plutôt représentatifs d'une certaine forme de virilité. Mais comme je suis professeur documentaliste, les enfants viennent beaucoup se confier au professeur documentaliste qui a un rôle un peu à part dans l'établissement. Et très souvent, je me rends compte qu'ils ont une sensibilité qu'ils cachent, qu'ils n'assument pas dans le groupe. Et j'avais envie justement de montrer cette sensibilité masculine dont il ne faut pas avoir autre, et au contraire qu'il faut revendiquer, je crois, quand on est un garçon. Et toujours sur les extérieurs de ton roman, on va dire sur le paratexte, ton titre, Un garçon, c'est presque rien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce titre, d'autant que, comme tu viens de le dire, Roméo, ton personnage, porte quand même plusieurs problématiques assez complexes, assez lourdes, dans les questions de masculinité, de harcèlement, de relations filles-garçons, les réseaux sociaux. Donc presque tout, presque rien. De toute façon, dans l'expression un garçon c'est presque rien, ce que je dis souvent, l'intérêt il est dans le mot presque. Si on n'est presque rien, on n'est pas rien, on est forcément quelque chose. C'était pas mon premier titre au départ, ce titre. Moi j'avais écrit, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je suis née dans les années 70. Et je voulais appeler ce livre comme une chanson des années 80 que j'adore, qui est Chercher le garçon, d'un groupe qui s'appelle Taxi Girl. Et en fait, on n'a pas pu utiliser ce titre, mais pour moi, c'était exactement ça l'idée, c'est que Roméo cherche le garçon qui est en lui, il cherche qui il est en tant que garçon. Et voilà, donc quand il a fallu changer de titre, j'ai relu tout le livre et je me suis rendu compte que cette expression presque rien, je l'utilise très souvent en fait dans le texte. Et donc c'est un titre que j'ai proposé et que mon éditeur a beaucoup aimé. C'est un titre qui peut poser question, parce que parfois on me dit oui mais tu penses que les garçons c'est nul, alors qu'en fait non, pas du tout, je ne pense pas que les garçons soient nuls. C'était juste ce que le Roméo pense de lui-même, c'est-à-dire qu'il est un garçon qui a l'impression de ne pas exister pour les autres, d'être invisible, d'être transparent, et ce presque rien en fait va devenir presque tout au fur et à mesure de l'histoire. Absolument. Dernière petite question à propos toujours des extérieurs du livre. Roméo, pourquoi le choix de ce prénom, pardon? Alors quand j'ai décidé que j'écrivais sur les garçons, j'ai forcément cherché un prénom pour mon personnage. J'ai pris tout bêtement le prénom que j'avais envie de donner à mon fils, mais sauf que son père n'a pas voulu, donc mon fils s'appelle Marius. Mais comme ça, j'ai quand même un Roméo quelque part dans ma vie. Voilà. Et donc au départ, c'est parti de ça. Et puis forcément, si on appelle un personnage Roméo, on lui met sur les épaules une dimension tragique, et qui va se vérifier un peu dans le livre, hein, effectivement. Et j'ai aimé jouer un peu aussi avec ce code du prénom Roméo. Ouais, ça se voit, ouais. Par rapport à la thématique autour du harcèlement, l'année dernière, nous avons reçu Viviane Bessière pour un texte destiné aussi aux lycéens. C'était même pas en rêve, et ce texte traitait aussi du harcèlement en lycée.
Est-ce que c'est un sujet qui est relativement abordé en littérature jeunesse? Est-ce que tu penses, toi, qu'il y a vraiment un rôle de la littérature par rapport à cette thématique, à la faire passer et passer et repasser Alors, la question du harcèlement me préoccupe doublement, c'est-à-dire qu'elle me préoccupe déjà parce que je suis enseignante et que je suis confrontée à des situations de harcèlement parfois dans les établissements dans lesquels je travaille, que je siège en conseil de discipline et que j'ai eu parfois avec mes collègues à juger des cas de harcèlement, enfin juger, c'est pas un tribunal, mais en tout cas à prendre des sanctions. C'est une problématique très importante au niveau des adolescents, d'autant plus que maintenant c'est un harcèlement qui se poursuit en dehors du cadre scolaire, sur les réseaux sociaux, à la maison, le soir, etc. Et on sait que ça mène à des situations parfois extrêmement graves, jusqu'à des suicides d'adolescents. Donc c'est une problématique qui me touche, et c'est une problématique qui me touche aussi en tant que mère de famille, puisque ma première fille a été victime de harcèlement elle-même quand elle était au collège, qu'elle ne m'a rien dit, et que ça a duré des années, et qu'elle a énormément souffert, et que je m'en suis voulu énormément en tant que mère de ne pas l'avoir vue et ne pas l'avoir aidée. Donc ça me touche dans ma sphère intime. Alors, pour répondre à l'autre partie de la question, je pense que tout est bon à prendre pour évoquer ce thème du harcèlement. Il y a des choses officielles qui existent, mises en place par le gouvernement. Il y a des numéros d'appel qu'on met dans tous les établissements scolaires. Il y a toujours des personnes qui sont à même, il y a des cellules d'écoute, il y a l'infirmière du lycée, il y a des possibilités. Mais les adolescents peuvent parfois avoir plus de mal à s'emparer des sphères, on va dire, officielles. Et je pense que le cinéma ou la littérature, en évoquant des situations qui peuvent ressembler à leur quotidien, peuvent leur donner envie de parler à leur tour. Ça peut être un libérateur de parole. Voilà. Merci. Marine, toi, on va s'attarder un petit peu sur ce titre. Ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied. Un titre un petit peu curieux, qui sonne un peu comme une maxime. Ce choix, pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a... Alors, on a eu du mal, alors je dis moi parce qu'on a travaillé avec l'éditeur et l'éditrice pour trouver un titre. On a eu du mal à trouver un titre parce que le roman, il est vraiment double, en fait. Il traite de problématiques tragiques, mais avec distance et recul, avec distance en tout cas, et un peu de légèreté. Donc il fallait vraiment que notre titre reflète ces deux aspects, à la fois l'humour et à la fois le côté un peu tragique. Et puis comme je le disais tout à l'heure, c'est un roman qui se passe en mer, donc ceux qui traversent la mer, il y a un personnage de clandestine qui monte dans le bateau, donc ceux qui traversent la mer, c'est ce personnage-là, reviennent toujours à pied. Alors il y avait à la fois cette idée d'odyssée un peu qui était contrariée, et donc qui avait un coup d'arrêt, et donc ces gens comme ça qui partent, ils sont stoppés. Et puis ça fait aussi écho à une phrase à la fin du livre que je vais retrouver. En fait, ça fait donc écho à un avertissement que donne Joujou, donc ce garçon, Julien, ce garçon a exaucé la clandestine. Il lui dit mais fais attention, souviens-toi des Charlie. Il disait que là-bas, on pourchasse les gens qui sont arrivés par la mer et on les met dans des avions pour qu'ils retournent d'où ils viennent. Donc ces gens, voilà, c'est vraiment pour évoquer cette question de l'exil de ces migrants qui traversent la Méditerranée, mais qui parfois sont récupérés en Europe et puis reviennent à pied là où ils ont, vers l'endroit qu'ils ont fui. En fait, voilà. Effectivement, la tonalité, tu en parlais tout à l'heure, du roman, à la fois tragique, à la fois burlesque sur certains tableaux. Ça nous a beaucoup plu, je pense, dans ton écriture avec Frédéric. On en reparlera plus tard, et puis je lirai un petit extrait qui donnera aussi un peu le ton. Et cette traversée de la mer Méditerranée, pour toi, c'est aussi un côté aussi voyage initiatique pour les trois héros. Ah oui, tout à fait. Voyage initiatique. Alors c'est un voyage dans l'histoire qu'ils font souvent en fait. Ils passent des années comme ça à traverser la mer
De part en part, oui, ça a un côté voyage initiatique. Déjà, moi j'adore le soleil, j'adore la mer, j'adore la Méditerranée, je suis du Sud, voilà, j'aime ça. Donc j'avais envie d'en parler. Et puis effectivement, c'était pour moi, j'avais envie d'écrire aussi un roman d'aventure. Donc il y a ce personnage, Julien, ce garçon qui... c'est pareil, c'est un roman à la première personne, donc c'est lui qui raconte son odyssée et son voyage qu'il fait évoluer. Il va évoluer tout au long de cette traversée, et donc oui, c'est un voyage initiatique. J'aimerais maintenant qu'on revienne vers l'écriture, votre écriture, sachant que dans les deux romans c'est très différent, effectivement. Donc avant de poser quelques questions, Emma va lire pour le public 2 extraits de façon à ce que tout le monde se rende compte un petit peu de comment les 2 romans sont écrits. Voilà, tu peux y aller, Emma. Alors, donc, ceux qui traversent la mer reviennent toujours à pied. Je vais vous évoquer le premier chapitre. Notre histoire a commencé au bord de la route, à la sortie de Marseille, échangeur ouest, sous la chaleur cassante, dans les odeurs de gaz d'échappement et sur une furieuse envie de fuite. Mon sac sur le dos, en short, en sueur, je brandissais une pancarte sur laquelle j'avais écrit « Ailleurs ». Je trouvais ça romantique et de toute façon, je n'avais pas d'autre idée. Les voitures défilaient, coffres débordants, enfants pleurant, chiens haletants. Les vacanciers me regardaient, certains avec circonspection, d'autres avec un air de dire « ça va pas la tête », et d'autres encore levant les paumes vers le ciel pour s'excuser de me laisser en plan. Au bout d'une vingtaine de minutes, un gros Range Rover qui menaçait de tomber en pièces s'est arrêté devant moi en dérapant sur les graviers. Au volant, un type hirsute, un mégot entre les doigts, son t-shirt bleu troué affirmait « J'aime New York ». Quand je suis arrivée à la hauteur de la fenêtre ouverte, il a hurlé « Bah alors, on n'a pas de voiture ?» Ça m'a arraché un sourire. Du menton, le type a désigné la route. « Je vais à 7. Ça te va ?» J'ai dit oui et je suis montée. Il a démarré aussitôt. Un bras sur la portière, la main sur le volant. Il marmonnait. Je m'arrête, je suis obligée de m'arrêter. Alors pour un garçon c'est presque rien, je n'ai pas choisi le début, j'ai choisi un petit extrait à la page 45 qui s'appelle « Au masculin ». Je suis né garçon, je ne l'ai pas choisi, c'est comme ça, je suis né garçon et j'ai vite compris ce qu'on attendait de moi. Les garçons ont des cœurs puissants, les garçons ne pleurent pas, les garçons sont des battants. Les garçons obtiennent des résultats, les garçons sont dominants, les garçons prennent les devants. Les garçons occupent la place, les garçons ne s'engagent pas. Les garçons doivent être virils, les garçons aiment les filles faciles, les garçons ont toujours raison. Je suis né garçon, mais je ne suis pas né comme cela, dans son monde brutal où il faut taire ses questions, ses fragilités, ses doutes, où il faut bander les muscles et le reste coûte que coûte. Donc après ces 2 extraits, j'en viens à donc une question pour Lisa. Pourquoi as-tu choisi donc d'écrire ton roman comme ça, alors soit en vers libre, entrecoupé parfois de chapitres plus en prose, entrecoupé aussi de petites annonces, de textos, une écriture très hybridée, qui alors donne un rythme au roman qui est souvent assez proche du slam ou du rap. Voilà, pourquoi ce choix d'écriture? Comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu penses que ça te permet d'exprimer au plus juste les sentiments de Roméo? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, pourquoi j'ai choisi d'écrire comme ça? En fait, déjà, il faudrait remettre le fait dans le contexte, c'est-à-dire que moi, je ne pensais pas du tout écrire pour les adolescents, parce que mon premier roman était écrit pour les adultes, mon prochain à venir était encore pour les adultes, et je ne pensais pas du tout écrire pour les ados. C'était un texte qu'on m'a commandé, en fait. L'éditrice de Rajo m'a contactée après mon premier roman, qui n'était donc pas pour les adolescents, en me disant « J'aime votre écriture, je la trouve poétique, j'aimerais vous proposer d'écrire un texte pour nous, mais la seule contrainte serait que ce soit un roman entièrement écrit en vers. »
Et c'est ça qui m'a plu. Parce qu'en fait, moi, je pense très sincèrement que je ne sais pas du tout raconter des histoires et que je n'ai pas vraiment d'imagination. En revanche, ce qui m'intéresse dans l'écriture, c'est la forme. C'est la façon de dire les choses. Moi, je dis souvent, et je le crois, que toutes les histoires ont déjà été racontées et que la seule chose qui change, c'est la façon dont on les raconte. Et là, pour moi, c'était un vrai challenge d'écrire sous forme poétique. Ça m'intéresse énormément. J'ai toujours écrit de la poésie. Et j'avais envie de voir si j'étais capable de mener un roman, en fait, intégralement, de raconter une histoire intégralement en vers. Et alors, pourquoi il y a parfois des ruptures de rythme? C'était parce que je ne voulais pas lasser le lecteur avec une forme qui serait trop systématique. Et donc oui, parfois il y a des cassures, j'incorpore dans le récit des choses très quotidiennes. Roméo a un oncle qui est disquaire par exemple, donc les petites annonces à côté de la caisse peuvent être indiquées dans le roman, des échanges par SMS, une lettre, et des moments qui sont écrits en prose, mais je crois que ça crée quelque chose, comme tu dis, d'hybride, mais qui correspond aussi à la métamorphose de l'adolescence, où on passe par plein de formes différentes, ce qui essaie de traduire cette écriture. Et je pense, oui, pour répondre à la seconde partie de ta question, que la poésie transmet une sorte d'immédiateté du sentiment, de l'émotion, à travers une ou deux images. Ce sont des chapitres très courts, des tout petits poèmes, et donc il y a un rythme de lecture qui est très rapide. Et c'est vrai qu'on me fait souvent le parallèle, on m'évoque souvent le parallèle avec le slam, que je n'en écoute pas vraiment, mais j'aime le rythme par contre, et j'aime beaucoup la musique, et dans la poésie je retrouve cette forme de musicalité que j'essaye d'intégrer dans l'écriture. Quelle a été la réception des lecteurs de cette forme? Est-ce qu'ils t'en parlent? Est-ce qu'ils aiment? Est-ce qu'ils n'aiment pas? Est-ce que ça les surprend? Globalement, j'ai des retours extrêmement bons sur ce livre. Voilà ce qui m'enchante. Et surtout d'élèves parce que je parle d'adolescents, en tout cas, j'en ai rencontré beaucoup cette année, beaucoup d'élèves qui n'aiment pas lire, en fait. Qui me disent qu'ils ont justement, le plus beau compliment qu'on a pu me faire, c'est quand même, alors moi, je l'ai lu alors que je ne lis jamais rien, ou alors je l'ai lu et je l'ai fini. Ou alors même un élève qui m'a dit, imaginez madame, pour le lire, j'ai même laissé tomber mon téléphone. Et là, j'avoue que c'est quand même, se sent un petit peu championne du monde à ce moment-là. Je crois que je l'ai écrit aussi en pensant à mes élèves, pour qui la lecture est difficile, pour qui le livre est un petit peu un objet qui leur fait peur. J'avais aussi envie de raconter une histoire avec des mots simples, un langage de tous les jours, sur une vie de tous les jours. Rien de spectaculaire en fait dans ce livre, et finalement c'est un livre qui a une belle vie et qui a une très bonne réception. Très bien, je crois même qu'il va être traduit. Il a été acheté par 3 pays, donc il va être traduit en coréen. Je voulais savoir pourquoi. En Allemagne et en allemand et en italien. Mais là, je me dis bon, Roméo, forcément, c'était l'Italie. Et les droits ont été achetés pour devenir une pièce de théâtre, donc qui tournera l'année prochaine. Enfin, pour moi, vraiment, franchement, j'ai l'impression d'avoir gagné un Oscar avec ce livre. Donc je suis ravie. Alors pour Marine, une écriture qui peut être du coup plus classique que celle de Lisa, avec quelque chose qui est un peu particulier, c'est le parti pris de l'humour. On l'a abordé un petit peu tout à l'heure, sur des personnages qui vivent des choses tragiques. Tu as fait posé des tableaux finalement assez burlesques. Et en littérature jeunesse, en fait, on n'en a pas tellement des textes humoristiques. Qu'est-ce qui t'a fait choisir ce ton? Moi j'aime bien rire. Je suis pas toujours très drôle, mais quand j'écris j'aime bien. Et j'aime beaucoup rire, voilà. Et j'ai pris un énorme plaisir à l'écrire, ce livre. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui
c'est ce qui m'a poussée dans l'écriture de ce livre, c'est le plaisir, vraiment. J'ai été guidée par ça. Bon, ça c'est une chose. Il y a une autre chose quand même qui m'a poussée, c'est que ce soit... moi j'ai 3 personnages qui sont... c'est un trio, vraiment, même s'il y a un personnage qui arrive un peu plus tard dans le livre. Mais ces 3 personnages, ils ont un aspect donc tragique, à différentes échelles et pour différentes raisons. Mais je trouvais que, à la fois j'avais envie d'évoquer ces tragédies et à la fois j'avais envie de leur donner une dignité qui était celle de leur dire oui, d'accord, vous avez une histoire tragique, mais oui, on peut rire avec vous, vous pouvez être objet d'humour et vous pouvez être objet de légèreté parce que vous êtes juste des êtres humains et que ça se partage en fait. Et malgré votre histoire, malgré votre passé lourd et sombre pour 2 d'entre eux particulièrement, enfin pour une en particulier, on peut rire avec vous. Et je trouve qu'à partir du moment où on rit de quelque chose ou de quelqu'un, alors évidemment sans se moquer ou quoi que ce soit, mais on le respecte en fait, et on lui donne une dignité que parfois on n'ose pas rire des gens, mais tout simplement parce qu'on a pitié ou quoi que ce soit. Et moi, c'était vraiment quelque chose que je voulais mettre très très loin de moi, c'était la pitié, le misérabilisme. J'avais absolument pas envie de ça, et au contraire, j'avais envie de légèreté. Et puis je crois quand même qu'on en a besoin, de rire. Voilà. On a besoin de voyager, on a besoin de rire aussi. Et donc Lisa évoquait le fait que c'était une commande des éditions Rajo. Toi, tu pensais, dans ta tête, tu l'écrivais pour des adolescents ou tu visais un public d'adultes Alors non, moi c'est pas une commande, c'est non, je visais tout le monde. Je ne savais pas du tout, j'avais pas du tout de public en tête. Je pensais. Au début, je me suis dit, bon, il va être publié pour des adolescents. Bon, on va voir, parce qu'il y a quand même des sujets qui peuvent être difficiles à évoquer pour la jeunesse. Et en fait, j'ai compris pourquoi. Alors, c'est Sarbacane, c'est une édition qui, la collection Exprime, c'est une collection qui justement aime bien un peu bousculer les codes et qui aime bien ce genre de sujet. Et en fait, ils ont été emballés par le texte. Et moi, à chaque fois que je me disais, mais comment est-ce qu'on va... Là, parce que c'est une histoire quand même de trafic de drogue. Donc, moi-même, je leur ai dit, qu'est-ce que vous pensez d'adresser une histoire de trafic de drogue à des jeunes? Oh non, mais c'est super, c'est pas grave. Ils étaient et je trouvais que c'était très bien comme point de vue parce qu'ils considèrent que les ados sont très intelligents, qu'ils peuvent tout à fait faire la part des choses et que voilà. Donc moi non, je l'avais absolument pas destiné aux adolescents, mais en fait je pense qu'effectivement il colle pour les adolescents parce qu'il va un peu, en tout cas il fonctionne. Et puis c'est vrai que par rapport à la collection Exprime, il est tout à fait dans la lignée de ce qu'ils peuvent publier. C'est notamment par rapport à la thématique ou au ton. Oui, ça correspond bien à cette collection. Oui, voilà, je pense qu'en fait, effectivement, moi j'avais pas d'intention particulière par rapport à un public, mais effectivement, il a trouvé sa collection parce que il y a d'autres romans un peu dans cette veine. Vous disiez qu'il n'y avait pas beaucoup de romans amusants, mais Exprime, ils sont très drôles. Oui, Exprime, voilà, mais c'est un peu leur marque de fabrique. Mais c'est vrai que sinon, en littérature jeunesse, on a quand même assez souvent des textes un petit peu qui sont dans l'empathie, et du coup, au bout d'un moment, c'est parfois un peu triste, tout le monde pleure. Il y a moins maintenant, mais il y a eu toute une époque avec ces textes-là. Et du coup, c'est vrai que les collections qui proposent aux jeunes des textes un petit peu plus marrants, à dire ça comme ça, c'est bien, quoi. Ça fait une bouffée d'air.
dans les lectures des élèves. Voilà. Mais moi, est-ce que je peux... Oui, vas-y. Mais je pense que nos deux livres, en fait, peuvent s'adresser à un public adulte comme à un public adolescent, sans aucune distinction. Moi, il se trouve qu'en France, on cloisonne les collections. Néanmoins, je suis professeure documentaliste, donc je lis énormément de littérature de jeunesse. Et aujourd'hui, je trouve que les frontières entre la littérature jeune adulte, comme on dit, et la littérature adulte sont de plus en plus minces. Alors oui, nous sommes dans des collections qui sont classées en jeunesse. Pour autant, je crois que nos livres s'adressent à tout public, en fait, adulte ou adolescent. Oui, je pense qu'en librairie, Emma, tu vois assez souvent des gens venir acheter pour eux des livres pour ados. Hein. C'est vrai que la frontière, maintenant, elle est beaucoup plus fine qu'avant. Mais on sent quand même qu'il y a quelquefois, oui, c'est quand même par rapport à la couverture, ou quelquefois, voilà, un frein. Peut-être juste aussi l'âge du personnage. Oui, voilà. Ouais. Ce qui est un peu paradoxal, parce qu'on est en train de se rendre compte là, dans ces rencontres que beaucoup d'auteurs en fait, qui s'intéressent à leur propre adolescence, d'auteurs adultes qui destinent leur livre à un public adulte, qui en fait racontent des histoires d'adolescence, qui vont chercher dans leur enfance, tout ça pour expliquer beaucoup de choses. Sur le festival cette année, on a un plateau, c'est Histoire d'enfance, c'est ça, voilà. Et on est en plein là. Ouais, tout à fait. J'aimerais revenir un petit peu sur les personnages, moi, à ce stade de notre discussion. Et toutes les deux, vous mettez en scène un personnage principal qui est un peu en difficulté, enfin qui est plus un anti-héros qu'un héros. Hein. Alors bon, Julien, il a ses difficultés, non c'est pas Julien, c'est Roméo, il a ses difficultés d'intégration, il ne sait pas trop comment faire, il est un petit peu il est en difficulté clairement. Julien, lui, il suit, hein. Il n'a pas eu de chance, sa mère est décédée, il n'a pas de père, les services sociaux aux abonnés absents, voilà, il se laisse embarquer. Comment vous justifiez ce choix d'un tel personnage ? Est-ce que c'est un choix, délibéré, ou est-ce que ça s'est trouvé comme ça ? Je peux commencer peut-être. En fait, je ne sais pas si c'est un choix délibéré. Quand j'ai commencé à écrire cette histoire, je savais que je voulais parler des garçons. D'abord parce que mon premier roman était un portrait de femme et j'avais envie de prendre le contre-pied et de me mettre dans la peau d'un garçon. Voilà. Et à l'époque, mon fils avait 14 ans et c'est vrai que je comprenais pas toujours ce qu'il traversait. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il a 17 ans et je le comprends encore moins qu'avant, mais en tout cas j'essaye. et c'est vrai que j'ai eu envie de me projeter dans ce personnage de garçon, mais pour le construire, c'est exactement ce que tu disais Marine, je me suis juste plongée dans mes propres souvenirs d'adolescence, quelle adolescente j'étais, et j'ai transposé ça, donc j'étais adolescente dans les années 90, et j'ai transposé ça dans un garçon en 2020, mais les sentiments et les émotions étaient exactement les mêmes. Et je crois aussi, pour prendre un personnage qui a 15-16 ans dans mon cas, que c'est formidable. Si à 15-16 ans on se sent bien dans ses baskets, mais c'est quand même pas globalement le cas pour grand monde. Et j'avais envie de montrer cette période où on cherche sa place et on cherche si on veut appartenir à un groupe, si on veut être différent, quel monde on a envie, dans quel monde on a envie de vivre, quel adulte on a envie de devenir. Et forcément tous ces questionnements-là créent un personnage un peu avec des fragilités, mais qui étaient globalement mes fragilités personnelles. Marie. Oui, moi effectivement, il est en difficulté et il suit parce que je pense qu'il a eu, il a eu une enfance compliquée, il a perdu sa mère, il s'est retrouvé tout seul et c'est quelqu'un qui a toujours un peu lutté et qui du coup vit les choses sans trop y réfléchir, un petit peu dans l'urgence tout le temps, et je dirais qu'il vit les choses de manière un peu sidérée. Et donc c'est pour ça qu'il se met à suivre, parce que de toute façon il ne sait pas trop comment faire autrement, parce qu'il n'a jamais tellement eu le choix et puis finalement ça lui convient bien de ne pas avoir le choix parce que c'est un peu confortable. Mais moi ça me permettait aussi d'avoir un personnage, comme c'est un point de vue interne, ça me permettait aussi d'avoir un personnage qui a un regard naïf sur les choses, qui a un regard naïf sur la vie, sur toutes les péripéties, sur toutes les rencontres qu'il pouvait faire, et
Et ce regard naïf, il permettait aussi d'avoir de la légèreté. Alors naïf, je voulais qu'il soit à la fois naïf et qu'il ait du bon sens, parce que du coup il a des réflexions très très catégoriques sur des choses avec... voilà, il résume des choses très complexes en une phrase pleine de bon sens, mais qui sont un petit peu naïves et qui permettaient aussi l'humour que j'ai essayé de mettre dans le livre. C'est pour ça. Alors la question que j'ai envie de poser maintenant, c'est comment ils vont sortir de cette espèce de marasme, quelle aide ils vont trouver aux deux héros, l'une et l'autre. Moi, c'est clairement une rencontre en fait, la rencontre avec quelqu'un qui semble être son opposé, donc en l'occurrence une fille qui ne s'appelle pas Juliette mais Justine, et qui va subir elle aussi une situation de harcèlement, et c'est leur lien qui va se nouer, qui va lui permettre à ce moment-là de se dire je vais peut-être cesser d'être tout seul dans mon coin, peut-être que les autres sont intéressants aussi, et que je peux entrer en contact et sortir de ma bulle. Et au moment où beaucoup de choses vont se dénouer à partir du moment où Roméo va comprendre que la parole, c'est quand même essentiel, notamment la parole aussi au sein du silence qui pèse au sein de sa famille, et quand il va se décider à avoir finalement une conversation avec sa mère, pour savoir pourquoi sa mère, il a l'impression que sa mère ne l'aime pas du tout, elle ne témoigne aucune affection, et il va, par le dialogue finalement, la parole, alors qu'il était dans sa bulle, qu'il ne parlait pas, qu'il se réfugiait dans la musique, etc., en s'ouvrant aux autres, il va grandir et il va trouver son chemin. Marie, qu'est-ce qui aide ton héros à quand même continuer et puis aller vers quelque chose d'à peu près construit? Oui. Alors, il y a une rencontre aussi, une rencontre avec cette clandestine exaucée qui monte sur le bateau et puis qui le contraint, qui le force à partir. Et puis en fait, cette clandestine, elle est belle, elle est forte, elle est puissante, elle est déterminée. Et ça, en fait, ça va le mettre. Il va admirer un petit peu ça, et à la fois il va le subir parce qu'il n'a pas encore beaucoup de personnalité au départ. Mais en fait, petit à petit, il va en gagner, un peu pour elle. Et puis il y a aussi ce Bardu, ce personnage donc, qui est plus âgé et qui l'emmène sur son bateau, qui l'aime un peu comme un fils, mais qu'il considère aussi un petit peu... comme quelqu'un qui suit, mais ce qu'il fait. Et à un moment, il va y avoir une scène de confrontation entre les deux, où Bardu va vraiment lui dire mais attends, là, ce que tu fais, là, il faut vraiment que tu te rebelles, il faut vraiment que tu sois fort, il faut vraiment que tu t'affirmes. Et il va y avoir une scène de confrontation qui va permettre à Julien de s'affirmer, parce que Bardu va le pousser dans ses retranchements, et il va être obligé de gagner sa dignité et donc de s'imposer. Dans vos deux romans, il y a un peu des paires de substitution là. Bardu pour Julien, c'est Julien qui le dit, je suis un peu ton fils adoptif, enfin quelque chose comme ça. Et puis Lisa aussi, dans ton roman, il y a le rôle de l'oncle aussi. Oui, personnage que j'ai beaucoup aimé construire. Oui. J'aurais voulu avoir un oncle comme ça. Donc oui, c'est un oncle qui a une quarantaine d'années et qui tient une boutique de disques et qui vit un petit peu effectivement avec sa musique de l'époque. C'est une espèce de vieux rocker, je le visualisais comme ça. Et ce personnage ne juge absolument pas Roméo en fait. Et Roméo peut lui parler en toute confiance de ce qui lui arrive, même de ses premiers émois amoureux, etc. Et donc oui, c'est un père de substitution, même si Roméo a son père, il vit avec ses deux parents. J'avais envie d'une situation aussi familiale. J'avais envie que Roméo soit un personnage qui ait une apparence de forme de banalité, c'est-à-dire quelqu'un qui vit avec des parents qui sont ensemble, qui n'a pas de frères et sœurs, donc plutôt un statut d'enfant unique, qui réussit plutôt correctement à l'école, qui n'a pas de difficultés en apparence, et pourtant il pousse pas droit. Donc j'avais aussi envie de ça, et ce personnage de l'oncle vient apporter quand même aussi une forme de légèreté dans la vie de Roméo, parce que c'est quelqu'un qui relativise énormément les choses, qui lui dit non mais regarde les autres comment ils font, toi tu fais très bien les choses, tu n'as pas besoin de leur ressembler, etc. Et donc oui, c'est une voix un peu plus mature, une sorte d'autre père.
Effectivement, on parlait des parents là, et c'est vrai que dans vos romans, vos deux romans, alors peut-être surtout dans le tien, Lisa, mais bon, c'est en filigrane dans le tien aussi, les parents n'ont pas trop le beau rôle, enfin, ils sont inexistants dans le cas de Julien. Enfin, on apprend que son père, on ne sait pas où il est, sa mère était alcoolique, elle ne s'est jamais trop occupée de lui. En ce qui concerne Roméo, il y a un secret de famille, il y a un non-dit qui fait que les parents, comme le dit Roméo, sont quasiment morts. Enfin, il a l'impression de vivre avec des parents morts. Et les adultes ne sont pas très positifs toujours dans l'entourage. Au lycée, par exemple, il y a un prof de PS qui est quand même un peu trash, quoi. Voilà, enfin, je pense que... Mais au lycée, il y a aussi une prof de français. Et il y a aussi une professeure de français. Et une infirmière. Et une infirmière qui sont très bien. Et, mais c'est pareil au lycée, par exemple, il n'y a personne en études, il n'y a personne au self, une espèce d'absence de parents. Et on sait que c'est aussi un peu comme ça au lycée, hein. Et qu'est-ce que vous avez voulu dire? Il y a un problème avec les adultes et les jeunes en c'est une vaste question. Oui. Je la pose quand même. Il y a un problème avec les adultes. Il y a un problème avec les adultes. En tout cas, je crois pour maintenant, moi, avoir eu 3 enfants et donc 3 adolescents sous mon toit, que je pense qu'il y a toujours un problème quand même à un moment, quels que soient vos enfants, entre eux et vous, en tant que parents. Et effectivement, alors après, il y avait aussi, lorsque j'avais envie de créer un personnage de mère aussi, qui soit assez fort, mais là c'est aussi parce que moi j'y mets mes propres obsessions et que je suis très attachée au manque de communication avec la mère parce que c'est ce que j'ai vécu moi-même aussi. Mais je ne sais pas si... Je pense qu'il y a des livres peut-être... C'est compliqué parce que finalement, je me rends compte pour lire beaucoup de littérature de jeunesse que parfois, soit les parents ne sont pas évoqués du tout, enfin, c'est-à-dire que voilà, ils ne sont pas là, soit ils sont un peu toxiques pour leur enfant. Et c'est vrai que je pense que c'est aussi le point de vue de l'adolescent à ce moment-là, en fait. Son parent n'est pas son interlocuteur. Et ça, en tant que parent, c'est dur à vivre, mais on le traverse. Il y a un moment où on n'est plus le référent pour son enfant. Et où parfois il y a une hostilité même. Et donc Roméo, oui, c'est ça. Il traverse ce moment-là. Et donc pour notre Julien, là, qui lui n'a plus de parents et trouve ce Bardu sur sa route, voilà. Je voudrais revenir un tout petit peu sur le personnage de Bardu. Alors c'est vrai que tu en as parlé un petit peu. C'est quand même pas un modèle, hein. Non. Bon, clairement, il transporte de la drogue, hein, il deal, hein, il trafique. Mais comme il le dit, il ne revend pas et il ne consomme pas. Mais ce personnage, il nous est sympathique quand même. Comment ça se fait? Comment t'expliques ça? Alors, je pense que Bardu, il est sympathique parce qu'en fait, il est un peu comme les autres, il cherche sa place dans ce monde. Il y a un passage qui est plus vers la fin qui explique un peu le pourquoi du parcours de Bardu, mais bon, évidemment, ça ne justifie rien, mais il n'a pas de place en fait, il est grognon, il est intransigeant, il impose, il n'a pas envie d'être embêté, enfin il est un peu solitaire et en même temps il est sympathique parce que dans le fond il est gentil, dans le fond il est plein d'amour et plein de tendresse et donc il attire l'amour et la tendresse et puis Bardu, alors moi je m'inspire beaucoup de ce que je vois et Bardu, je crois que c'est le premier personnage que j'ai vraiment visualisé parce que dans sa manière de parler, dans sa manière d'être et tout ça, je vois très bien, alors je parle pas du trafic, hein, mais je vois très bien quel type de personne ça peut être et je pense que donc moi je l'ai décrit avec tendresse. C'est peut-être pour ça. Oui, ça se ressent beaucoup, je trouve. Ouais. Moi, je voudrais revenir un petit peu sur les personnages féminins, donc Justine et Exaucé, qui, on a l'impression, sont
en filigrane à un moment donné, mais pour un garçon c'est presque rien. En fait, c'est un peu la boussole, je le disais tout à l'heure, c'est un peu sa lumière, et elle est là au début dans la chambre d'hôpital, et Tchouk, elle est là aussi à la fin là, dans la chambre d'hôpital, et c'est elle qui voit, donc finalement elle a une place elle prend presque le devant de la place. Et puis pour Exaucé, qui déboule à un moment donné sur le bateau, c'est presque elle qui devient l'héroïne à un moment donné. En fait, on ne voit plus qu'elle. On la voit aussi à travers les yeux du garçon, mais on ne voit plus qu'elle. Donc, qu'est-ce que vous avez voulu dire par rapport à vos personnages féminins là, Là, ce que je trouve intéressant, c'est que quand effectivement on les met en parallèle, on se rend compte que dans nos deux livres, on a un personnage féminin qui arrive et qui apporte quelque chose de très fort, de très lumineux dans le quotidien de ces garçons. Voilà, moi j'avais vraiment envie de parler d'une fille qui serait l'inverse. Enfin, j'ai créé ces deux personnages un peu en contre-miroir, en fait, en reflet inversé au départ, avec donc ce personnage de Roméo très introverti, très seul et qui n'a pas trop d'amis, et elle qui est la fille dont tout le monde dans le lycée a envie d'être amie, qui est très belle, qui porte quelque chose, a l'air d'affirmer des choix très forts. Et finalement, on se rend compte qu'à un moment, cette ascendance qu'elle pouvait avoir va s'écrouler et lui va lui redonner en fait de la force. Donc c'est une sorte de jeu entre eux à se porter l'un l'autre en fait. Et oui, j'ai construit un peu ce couple qui n'est pas vraiment un couple, mais comme une sorte de paire indissociable finalement. Et voilà. Mais même si tout est toujours quand même vu du point de vue du garçon. Oui, moi aussi, Exaucé, elle devient alors c'est même pas la boussole, elle devient je sais pas, le Zodiac qui tire le bateau. Enfin, elle prend complètement les commandes du bateau. Et moi, je voulais un personnage. Alors, je reviens un peu sur ce que j'ai dit au début. Je voulais porter un autre regard sur les tragédies qu'on entend. Donc, les tragédies de ces migrants qui traversent la Méditerranée et qui, pour certains, se noient dans la mer. Et je voulais poser un autre regard, et je voulais que donc ce personnage-là, déjà, soit une femme, qu'elle soit forte, qu'elle soit belle, qu'elle soit déterminée, puissante, un peu, qu'elle force le destin, et que tout ça ce soit un peu malgré tout, malgré son histoire, et que ce soit finalement elle qui soit l'héroïne, elle qui soit la femme forte. Et pas les deux garçons qui pensaient, eux, être maîtres de leur trajectoire et qui, en fait, se retrouvent complètement obligés de la suivre. Et voilà, j'avais très envie de lui donner ce rôle-là parce que, encore une fois, c'est aussi parce que je voulais porter un autre regard sur cette histoire-là. C'est vrai qu'elle n'a pas la posture d'une victime, en fait. Voilà, et je voulais surtout pas qu'on la voie comme une victime. Alors même si elle en est une, je trouvais que lui donner ce rôle d'actrice de son destin, c'était aussi lui donner de la dignité et éviter qu'on s'apitoie sur son sort qui est terrible. Mais en fait, elle fait les choses un peu malgré tout, malgré son histoire, et un peu comme Joujou finalement, il fait les choses malgré son histoire. Et je pense que ce qui est intéressant, ce que j'avais envie de montrer, en tout cas dans cette posture d'écriture, c'est que j'avais envie de montrer des êtres humains à un moment T, mais qui agissent en dépit des circonstances et en dépit de leur histoire. Un autre personnage de ton roman, ça serait la mère, puisque l'histoire se passe quasiment entièrement sur l'eau. Quelle symbolique tu as voulu lui donner à ce personnage? Alors,
Oh là là, il va falloir que je réfléchisse. Tu l'as peut-être pas vu comme ça, c'est pas ceux qui l'avons vu comme ça. Oui, la Méditerranée. Ah, mais moi, la Méditerranée, je suis du sud, j'ai grandi dans le sud, j'ai passé ma vie dans la Méditerranée et j'avais envie, oui, de mettre en scène le soleil, la chaleur, les odeurs de garrigues, les pierres. Grises comme ça, fendues par la chaleur. J'avais envie aussi de mettre en scène effectivement toutes ces sensations qu'on a dans la mer par rapport à la mer Méditerranée. Puis c'est aussi la mer, la mer c'est un ailleurs, c'est une promesse, la mer, c'est quand on regarde la mer, on est bien, il n'y a rien qui empêche de penser, de rêver et c'est un personnage effectivement. Et par rapport aux migrants, ce qui se passe avec les migrants aussi, tu as... Oui. Voilà, c'était la mer aussi un peu... Et oui. Côté noir de celle qui engloutit. Oui, voilà, oui, cette Méditerranée qui est à la fois sublime et à la fois qui est le tombeau de beaucoup de gens qui essayent de passer vers l'Europe. Elle a ce rôle-là de passage et de tragédie, c'est actrice de tragédie et voilà. Oui. À propos de Méditerranée, je vais faire une transition habile vers tes références culturelles, on va dire littéraires, puisque le bateau sur lequel les héros évoluent s'appelle Meursault. Et ils vont rencontrer, en arrivant en France, un autre personnage qui se fait appeler Edmond Dantès. Et donc deux noms littéraires complètement liés à la Méditerranée, puisque Meursault-Camus d'un côté de la Méditerranée, on va dire, et Edmond Dantès au large de Marseille. Alors il n'y a pas que ces références littéraires-là, on a aussi Bardu, qui fait terriblement penser à Bardamu chez Céline. On a aussi le fameux Edmond Dantès qui cite du Victor Hugo, du Racine sur son bateau. Voilà. Je voulais savoir pourquoi avoir convoqué ces auteurs dans ton roman. Est-ce que c'est toi qui as envie d'amener tes références littéraires? Est-ce que tu souhaites aussi créer un lien entre la littérature qu'on va dire classique et la littérature plus adressée aux jeunes? Un peu les deux, enfin, dis-nous. Oui, un peu les deux. Alors, pour Camus, il y a deux choses. Il y a effectivement le Meursault, qui est un personnage qui véhicule un peu une forme d'indifférence en apparence, mais qui en fait ne l'est pas du tout. Et ça fait écho à la conduite que Bardu s'était imposée, c'est-à-dire que quand au début, il voulait absolument ne pas participer au sauvetage de migrants en mer d'une manière ou d'une autre. Il ne voulait pas être mêlé à ça. Et même s'il passait à travers des zones de sauvetage, il a toujours dit non, moi je m'occupe pas de ça, c'est pas mon problème, chacun ses problèmes, j'ai les miens, je peux rien faire. Donc il y avait cette forme d'indifférence par rapport au Meursault. Et puis il y a autre chose chez Camus, c'est moi il y a un roman que j'adore de lui, c'est L'été, Noces et l'été, qui à mon avis sont une des, dans ses œuvres, Camus parle de la chaleur, de la mer, de sensations qui sont tellement bien décrites et tellement charnelles. Il a un rapport complètement charnel à la mer et à la chaleur et au soleil. Et pour moi, oui, c'est une référence aussi par rapport à ça. Lisa Balavoine, merci Marine. Lisa, pareil, dans ton roman, apparaissent des œuvres littéraires. Alors il y a Balzac pour l'éducation sentimentale, Salinger pour l'attrape-cœur, Flaubert pour l'éducation. Flaubert, pardon, excuse-moi. C'est la peau de chagrin. Oui, voilà, c'est ça, excuse-moi, je me mélange dans mes notes. Et puis évidemment Shakespeare pour Roméo. Ouais. Donc, surtout l'attrape-cœur. Voilà, surtout l'attrape-cœur. de Salinger. Voilà. Donc j'avais envie un petit peu de te poser la même question.
Voilà, est-ce que c'est un petit peu tes œuvres à toi que tu as Alors pas forcément, l'attrape-cœur oui, et c'est vraiment un livre que j'ai adoré et qui montre aussi cette errance de la fin d'adolescence quand on ne sait pas encore quel adulte on va devenir. C'est vraiment un roman très important pour moi. En revanche, alors même si j'ai lu Flaubert et Balzac, c'est vraiment parce que je recontextualise, ça se passe dans les cours de français de Roméo et c'est ce sur quoi il doit travailler. La prof de français, c'est un peu toi là. Oui, j'avoue. mais oui, il y a quelques... Et puis Roméo et Juliette, oui, j'adore cette pièce, mais c'est surtout qu'au moment où j'écrivais aussi cette histoire, mon fils, qui était à l'époque en 3e, étudiait Roméo et Juliette en cours. Et donc il regardait tous les jours, mon fils étant un peu obsessionnel, il regardait tous les jours l'adaptation de Roméo et Juliette par Baz Luhrmann avec Leonardo DiCaprio. Donc tous les jours pendant que j'écrivais, j'entendais en même temps à la télé Roméo, Roméo, pourquoi es-tu Roméo? Donc tout ça a créé une sorte de bain littéraire. Mais je fais plutôt des références musicales, moi, dans mon livre, plus que des références... On allait y venir, donc je donne la parole à Emma. Il y a beaucoup de références au pop-rock des années 70-80. Oui, j'ai l'âge que j'ai. Après, tu as glissé aussi quelques références un peu plus contemporaines au moment de l'écriture. Ouais. Alors, j'aime bien, en fait, j'ai pensé ce livre vraiment, quand je l'ai écrit très vite, en très peu de temps, un peu comme si j'avais des polaroïdes, en fait, de scènes qui me venaient en tête. Roméo, je sais pas, au réfectoire, dans la boutique de disques, dans sa cuisine, etc. Et j'avais cette vision, presque comme au cinéma, où vous avez une bande-son, en fait, souvent derrière les scènes. Et donc, j'ai imaginé cette bande-son pour créer une sorte de bain musical dans lequel Roméo évolue. Et j'y ai mêlé effectivement les références qui du coup sont celles de son oncle qui lui fait écouter David Bowie ou le Velvet Underground, mais aussi ce que Roméo écoute lui ou ce que les autres de sa classe écoutent, notamment, je ne sais pas, Orelsan ou des groupes comme Thérapie Taxi ou Eddie de Pretto et en fait c'était des chansons qui passaient à la radio au moment où j'écrivais le livre. Certains de ces groupes n'existent déjà plus, alors que David Bowie a toujours existé. Mais du coup, oui, j'avais besoin de créer cette ambiance musicale, d'autant plus que Roméo joue de la basse. Et donc son rêve c'est d'intégrer un groupe, mais il est trop timide pour oser le faire. Donc il y a aussi ce cheminement qu'il va faire par rapport à la musique. Et son oncle est disquaire, donc c'est vrai qu'il y avait une ambiance musicale tout le temps dans le livre. Et ce qui est chouette, c'est que les élèves, des fois que je rencontre, depuis m'offrent leurs propres playlists avec les morceaux qu'ils écoutent eux. Voilà, en me disant peut-être vous les mettrez dans un prochain livre. Je ne sais pas. À tisser du lien. Je crois qu'on va être un petit peu mangé par l'heure. Est-ce qu'il y a, on peut peut-être faire un petit peu un relais avec le public. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que des lecteurs veulent intervenir? Pas de questions? Alors nous on en a d'autres. Hein. Il y en a peut-être une petite dernière pour toutes les deux aussi. Alors vous êtes toutes les deux enseignantes et toutes les deux auteurs. Donc la question qu'on se posait, c'est qu'est-ce que ça change quand on est enseignant d'être aussi écrivain? Est-ce que ça change un petit peu la posture dans l'enseignement de la littérature ou est-ce que ça change rien? Voilà, c'est la question. Marine, si tu veux répondre. Oui, alors moi ça change mon rapport. J'en parle pas à mes élèves de mon livre. Enfin, ils m'en parlent, mais je leur dis oui, on en parlera. Et puis j'y consacre quelque temps à la fin de l'année, une fois qu'on a fait tout le reste, parce que tu cloisonnes un petit peu. Voilà, sur le plan social, c'était aussi la question que je me posais. Est-ce que les élèves sont au courant? Oui. Est-ce que oui, forcément. Voilà, dès qu'ils arrivent, on tape sur Google. Comment ils voient ça? Est-ce que ça change leur regard par rapport à toi? Est-ce que ça bouge les choses? À la fois dans le métier et puis dans les relations avec les élèves. Moi, je pense que ça change leur regard, oui. Mais pas longtemps. Parce qu'à partir du moment où on n'en parle pas, où on n'est pas là-dessus, on a assez vite le rôle du professeur qui est quand même un rôle
Enfin, c'est un rôle, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas tout à fait soi-même quand on est face à une classe. En tout cas, moi, je le vois comme ça, je tiens un rôle. Et du coup, voilà, j'ai pas envie de mêler les deux. Par contre, moi, ça m'a permis aussi d'avoir plus de liberté, de me ressentir beaucoup plus libre dans mon interprétation des textes et dans l'interprétation que je fais avec eux des textes et même des classiques, et d'avoir un regard plus. Alors, à m'autoriser d'être plus critique et à les autoriser à être plus critiques. Donc, je pense que ça permet de libérer un peu la parole. Lisa? Alors dans mon cas, moi je suis professeure documentaliste. Donc, tu as rempli le CDI avec ton roman? Alors non, mais je l'ai acheté quand même pour le CDI. Je me suis posé la question 2 minutes, voilà, parce que c'est toujours un peu bizarre. Vous allez voir votre chef d'établissement et vous dites est-ce que je peux m'auto-acheter avec l'argent public? Et en fait, je l'ai écrit en pensant à mes élèves. Ça aurait été idiot de ne pas le mettre dans le CDI. Alors certains viennent le prendre un peu timidement parce qu'ils savent que la doc, elle écrit des livres et tout ça, mais c'est surtout que j'ai fait plusieurs fois la une du journal local, et là le lendemain je vois débarquer les élèves qui me disent ouais, vous êtes célèbre et tout, alors que non, je leur dis non. Mais la question qu'ils me posent, moi j'ai des élèves qui sont voilà, très bruts de décoffrage et tout ça, c'est ils me demandent si je gagne beaucoup d'argent. À partir du moment où vous leur dites que non, bon, ça ne vous intéresse plus tellement quand même. C'est mieux d'être footballeur. Mais non, ce qui est par contre maintenant, ce qui commence à être compliqué pour moi, c'est que c'est un peu compliqué de concilier les deux, parce que travailler à plein temps et vouloir écrire en même temps, là ça devient difficile. Donc ouais, d'accord, des choix à faire. Oui, et justement ça me permet de poser la question de conclusion sur vos projets à toutes les deux, vos projets d'écriture, et puis on termine la séance juste là. Marie? Alors moi j'ai un deuxième roman qu'on est en train de terminer avec l'éditrice, qui va paraître au mois de novembre. C'est dans la même collection Exprime de Sarbacane. Voilà. Ok. Et moi je repasse en littérature adulte avec donc mon prochain livre qui sort dans 5 jours, mais qui est déjà ici en avant-première, qui sort chez Gallimard et qui s'intitule Ceux qui s'aiment se laissent partir, et qui compte beaucoup pour moi. D'accord, très bien. Eh bien, on vous remercie pour vos réponses. Merci pour votre attention.